Moi, je veux croire qu'on saura, mais tout le monde dit que tant d'années après, il va être impossible de savoir de qui, de quoi. Je pense que les gens sont persuadés de pouvoir trouver de quoi, entre guillemets, innocenter peut-être Dany le Prince, mais de là à retrouver le ou les coupables, ça, oui, il y en a plein qui ont des doutes. Dany le Prince est-il coupable du massacre de Thorigné-sur-Dué ? 32 ans après les faits, la justice devra répondre à cette question pour la deuxième fois. Le 4 septembre 1994, Christian le Prince, sa femme Brigitte et 2 de leurs filles, Sandra, 10 ans, et Audrey, 6 ans, sont sauvagement assassinés dans leur pavillon de ce village tranquille de la Sarthe. Seule la petite dernière, Solène, 2 ans, est épargnée. Rapidement accusé, Dany, le frère et voisin de Christian, est condamné à la perpétuité pour le quadruple meurtre. Il passera finalement 18 ans en prison, sans jamais cesser de clamer son innocence. Mais le 2 juillet 2026, l'affaire prend un nouveau tournant. La Cour de révision, et c'est historique, annule la condamnation de Dany le Prince et ordonne un nouveau procès. Karine Robineau est journaliste à l'Écho Sarthois, à la Ferté-Bernard. Pour cet épisode du podcast En première ligne, elle explique comment le journal local travaille au plus proche de l'une des plus importantes affaires criminelles françaises. Donc là, on est devant les 2 maisons. Si on doit décrire les lieux, c'est assez isolé, il n'y a pas beaucoup de maisons. Ouais. Et c'est un petit hameau en fait, on est à peu près 2 km du bourg. Alors je pense qu'il y a eu des constructions depuis, mais à l'époque il faut bien s'imaginer, et on voit des vues aériennes dans les archives qui montrent qu'il y avait que ces 2 maisons perpendiculaires à la petite route qui sont séparées que d'une haie en fait. Ouais. Et il y avait personne autour. Et on se trouve au milieu des champs. C'est ça. C'est vraiment un coin tranquille. Ouais, complètement. On ne peut pas imaginer ce qui a pu se passer. Non. Ce soir du 4 septembre 1994. Puisque c'est là on se trouve devant les 2 maisons. Donc c'est dans la maison de droite, c'est ça ? C'est ça, ouais. Qu'ont eu lieu les massacres. Qu'est-ce qu'on sait de ces meurtres ? Que ça a été atroce a priori, des témoignages de l'époque, on retient surtout qu'a priori que ce soit les forces de gendarmerie ou pompiers, même eux ils avaient du mal à appréhender la scène en fait, que c'était vraiment, il y avait beaucoup de sang en fait. Beaucoup de sang. Alors Karine, si on reparle aujourd'hui de l'affaire Dany le Prince, une affaire vieille de 32 ans, c'est parce qu'il vient d'y avoir un énorme rebondissement. La Cour de révision a annulé la condamnation à perpétuité de Dany le Prince pour ce quadruple meurtre. Est-ce que c'est une surprise ? Oui et non. Non, parce qu'on se dit que pourquoi est-ce qu'un homme qui a déjà purgé 18 années de prison aurait-il intérêt en gros à revoir sa condamnation, puisqu'on se dit que c'est terminé, c'est derrière lui. Et oui aussi parce qu'on sait que dans l'histoire il y a non seulement l'innocence potentielle de Dany le Prince, mais la culpabilité potentielle aussi de son ex-épouse Martine Compin. Et elle est placée en tant que témoin assisté, mais en gros, les juges ont refusé sa mise en examen. Donc on se dit, finalement, il n'y a peut-être pas assez d'éléments qui pourraient aller contre sa mise en examen, et c'est plus surprenant, quoi. Alors la Cour de révision a motivé sa décision par la découverte de nouveaux éléments qui sont susceptibles de mettre en doute la culpabilité de Dany le Prince. De quoi s'agit-il ? D'abord, moi, ce qui me frappe le plus, c'est peut-être les mots de Solène. La nièce est la seule rescapée de la tuerie, la nièce de Dany le Prince. Elle avait 2 ans quand ça s'est passé. Et en fait, dès le début, on lui a attribué des propos et des gestes, alors qu'elle dit elle-même qu'elle n'a aucun souvenir du drame. Et donc ça, c'est un point important. Et puis le deuxième, c'est les pertes de mémoire alléguées de Martine Compin, l'ex-épouse de Dany le Prince, et que la Cour, en gros, dit que ça pourrait être des simulations. Est-ce qu'elle pourrait être inquiétée lors du prochain procès ? Moi, je pense que oui. Elle a eu tellement de versions contradictoires dans ses déclarations. Pour moi, de toute façon, elle va être appelée à la barre à témoigner, et on verra quelle version elle donne cette fois. Et il y aurait des éléments qui pourraient peser contre elle. Il y a des éléments qui sont sortis dans des livres, des documentaires, sur son attitude au moment des meurtres. Ouais.
Je pense que tous ceux qui ont lu Le couteau jaune de Franck Johannes, alors c'est un journaliste au Monde qui est proche de la retraite. Moi, je me suis entretenue très récemment avec lui. On est resté 3/4 d'heure au téléphone et lui reste convaincu, si ce n'est de l'innocence de Dany Leprince, du moins de l'implication de Martine Compin dans le quadruple meurtre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Elle a changé tellement de fois de version sur le déroulé de la soirée. On sait aussi que dès le lendemain, et il y a des images d'archives qui le montrent, enfin des photos d'archives de confrères, Martine Leprince, elle est encore le prince, Martine Compin pour le coup, elle enchaîne les lessives en fait devant les gendarmes. Il y a des photos de Martine Leprince à l'époque qui est en train d'étendre son linge et on a des gendarmes derrière elle. Il y a aussi cette histoire parce que Dany Leprince a été surnommé le boucher de la Sarthe parce qu'il travaillait à la Socopa, une usine de viande entre guillemets juste à côté, spécialisée dans l'agroalimentaire. Martine aussi, elle y travaillait et lui il travaillait au conditionnement des steaks hachés. Il n'utilisait absolument pas de couteau ou ce genre de choses. D'ailleurs, il est dit à plusieurs reprises qu'il ne supportait pas de voir il ne supportait pas la vue du sang. Et que par contre, quand il y avait un cochon à tuer à la ferme, et d'ailleurs, quelques jours avant le drame, Martine Compin a tué un porcelet avec sa fille, c'est elle qui se chargeait de le faire en fait. Et elle, à la Socopa, elle maniait des couteaux. Oui. Et puis il y a aussi, lors d'une de ses auditions en garde à vue, je pense que c'était même plutôt quand elle a été expertisée par un psychiatre, où elle dit que oui, j'ai peut-être tué quelqu'un. Oui, donc il y a quand même beaucoup d'éléments qui font naître un doute. Après, on verra ce que la justice décidera. Ce qu'on sait, c'est que 2 jours après la découverte des meurtres, Martine Leprince, la femme de Dany, appelle les gendarmes pour dire qu'il y avait une feuille de boucher chez eux, mais qu'elle a disparu. Oui, elle a disparu et a priori ça la met dans tous ses états et d'elle-même elle décide d'appeler les gendarmes pour dire qu'elle ne sait pas où elle est, que peut-être elle l'a prêtée, etc. Donc cette feuille de boucher aurait été retrouvée chez les parents de Dany et c'est juste après que toute la famille Leprince, le couple Martine-Dany, les parents de Dany Leprince et Christian donc, et le frère, je crois, le jeune frère. Alain, le plus jeune frère, oui. Ils sont tous arrêtés ce soir-là. Exactement, ils sont placés en garde à vue même, et on leur demande de s'expliquer sur leur emploi du temps. Et là, je pense qu'on se dessine déjà vers l'inculpation de Dany Leprince. Oui, puisque c'est au terme de cette garde à vue que Dany Leprince va avouer le meurtre de son frère. À la 46e heure, et c'est important, tu viens bien de le préciser, il avoue le meurtre de son frère, uniquement de son frère. Et c'est le procureur qui est à l'époque qui tient certainement une conférence, je ne sais pas exactement, mais qui en tout cas déclare « il a avoué ». Et de là, la presse entend « il a avoué les meurtres » en fait, alors qu'il a juste avoué avoir tué son frère et qu'on n'en sait pas plus au final sur les circonstances, le déroulement de la soirée, etc. Et lui, il avoue le meurtre et Martine, sa femme, et sa fille aînée, Célia, l'accuse aussi, durant cette garde à vue, d'être le responsable des 4 meurtres. Ouais, ça part de là. De toute façon, c'est Martine qui commence à dire que oui, c'est son mari et sa fille qui corrobore sa version. Mais c'est à la fois des déclarations contradictoires parce qu'on se rend compte, et on le voit bien là, il n'y a qu'une haie qui sépare les 2 maisons. Et tu vois bien, la cour, elle est pas large. Et donc là, dans le garage, au fond, semble-t-il que la maman est sortie, donc Martine Compin est sortie par ici, qu'elle a vu ce qu'elle décrit, Dany qui est en train de tuer Christian à la boîte aux lettres qui est au coin de la haie. Sa fille Célia décrit à peu près la même chose, mais pour autant, elles se sont pas vues. Alors qu'elle devrait s'être vue, et Célia n'a pas entendu non plus, soi-disant, crier sa mère « arrête, arrête » à Dany pour qu'il arrête d'asséner des coups à son frère. Alors que c'est vraiment tout à fait à côté. Après avoir avoué le meurtre de son frère, Dany Leprince se rétracte. Il dira plus tard qu'il a fait cet aveu sous la pression lors de sa garde à vue. Mais trop tard, il est incarcéré puis condamné à la perpétuité en 1997, malgré l'absence de preuves matérielles. Il obtient sa libération conditionnelle en 2012. C'est à ce moment que sa première requête pour obtenir la révision de sa condamnation est rejetée.
En novembre 2022, Dany Leprince a sorti un livre, « Ils ont volé ma vie », dans lequel il donne sa version de l'histoire, puisqu'il faut rappeler qu'à cause de son contrôle judiciaire, il ne pouvait pas donner sa version de l'histoire. Oui. Et à l'occasion de la sortie de ce livre, toi, tu l'as rencontré lors d'une longue interview. Est-ce que tu peux nous raconter les circonstances de cette rencontre ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il a été accessible ? Est-ce que ça a été difficile à organiser ? Alors, la rencontre, elle s'est un peu passée en 2 temps. Une rencontre très informelle dans un premier temps. En fait, il faut savoir que sa nouvelle femme, Annie, par des connaissances, j'ai eu contact avec elle. Et c'est d'abord avec elle, en fait, et c'est d'ailleurs toujours avec elle que j'ai contact. C'est une femme qui vient du coin, il faut le rappeler. Exactement. Ils travaillaient d'ailleurs tous les deux à la Socopa, ils se sont connus enfants, ils s'étaient perdus de vue, ils se sont retrouvés par hasard. Et en fait, le premier rendez-vous, je le sollicite parce que je veux instaurer un climat de confiance, et on sait que Dany Leprince, il a un peu été échaudé aussi par la presse au début. Je pense qu'il se méfie aussi un petit peu, et puis moi je suis un média jeune, une journaliste qui n'a pas vécu l'affaire en tant que telle au moment des faits. Donc on se rencontre d'abord, et moi je propose bêtement peut-être de se rencontrer un peu en catimini, dans un coin reculé. Et là il me dit non. Donc on se rencontre en fait en plein milieu de la Ferté-Bernard, au bar au pied de l'église. On se met en terrasse. Ah ouais. Et il arrive au bras de sa douce en gros, et juste avec une casquette sur la tête, et la première rencontre elle est là. Et là du coup on discute de tout, de rien, de l'histoire oui, mais de tout et de rien aussi. Et on se dit qu'on va se rencontrer plus amplement. Et là, ça se passe plus longuement. Et on échange vraiment sur son livre, chez des amis à eux, parce qu'il faut savoir qu'ils sont toujours domiciliés du côté de Marmande. Donc on se rencontre chez des amis à eux, à Doulon. Au cours de cette interview, qu'est-ce qu'il te dit ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ? Et comment tu l'as trouvé ? Comment il était ? Détendu. Et puis, ce qui m'a marqué, c'est que finalement, au début, on l'a un peu, en 94, décrit comme quelqu'un de naïf et surtout de bourru. Alors, son côté bourru, oui, il est toujours bourru. Mais finalement, je me dis qu'il n'est pas si naïf que ça, Dany Leprince, et qu'il connaît les procédures judiciaires sur le bout des doigts, les termes juridiques sur le bout des doigts, il connaît son dossier... sur le bout des doigts aussi, il a toutes les dates en tête, tous les noms de tout, les juges, les avocats, il connaît tout par cœur. Il faut dire qu'il a passé 18 ans en prison, donc il a eu le temps de bien se renseigner. Je pense, oui. À la fois sur l'affaire et sur le fonctionnement de la justice. Exactement. Et pendant l'interview, il te répète plusieurs fois, bien sûr qu'il est innocent, puisqu'il l'a toujours clamé. Il te parle d'un complot, d'une machination judiciaire. Voilà, c'est des termes déjà qui revenaient il y a 4 ans, quand oui. Vous vous êtes rencontrés en 2022. Complètement. Thorigné, c'est un petit village, il y a 2000 habitants ? Ouais, aujourd'hui c'est ça, on est autour de 2000 habitants, oui. Alors, j'imagine que dans un petit village comme ça, comme dans beaucoup d'autres, il y a beaucoup de rumeurs. Et ce que j'aimerais savoir, c'est en tant que journaliste, comment on fait pour faire le tri dans tout ce que les gens racontent sur cette affaire ? J'imagine que chacun a un peu son point de vue. Sa version des faits, oui. Et comment on reste neutre ? Difficilement. C'est difficile parce que c'est... Nous, encore une fois, à l'époque, on n'était pas sur place. Il n'y a pas d'archives dans le journal qui pourraient nous faire se dire que nos confrères l'ont écrit ou nos prédécesseurs l'ont écrit, donc c'est la vérité. Donc effectivement, tout se fait à partir de documentation, de livres. On lit beaucoup, en fait, et on essaie d'être le plus correct possible, le plus neutre possible. Et Valentin, ton collègue, est venu il y a quelques jours après l'annonce de ce nouveau procès qui se profile pour recueillir l'impression des habitants. Le jour même, ouais. Le jour même de la décision de la Cour de révision, il est venu ici et clairement, alors tout le monde croit Dany Leprince innocent dans Thorigné, ou en tous les cas, on est tombé que sur ceux qui croient en son innocence. Et puis surtout lui, ce qu'il a relevé, c'est que l'accueil, il n'était pas du tout le même que 4 ans auparavant.
Il y a 4 ans, les gens, il s'est fait rabrouer plusieurs fois, ils voulaient pas lui parler. Là, alors ils lui ont pas tendu les bras, mais il s'est pas du tout fait envoyer sur les roses, si je peux dire ça. Tout le monde s'est exprimé sur l'affaire, en fait. Toi, tu me disais que tu viens du coin et tu te souviens très bien de ce 5 septembre 1994 où tu étais. Ah oui, moi je me souviens très bien, j'étais collégienne à l'époque, donc à Conneré. Conneré, c'est 4-5 km de Torigné-sur-Dué, donc autant te dire que dans ma classe ou dans mon collège, il y avait forcément des habitants de Torigné-sur-Dué. Et moi, j'ai un flash en fait d'être dans la cuisine chez mes parents, sur le petit poste de télévision et de voir, alors l'affaire oui, mais surtout écrit Torigné-sur-Dué, Sarthe, au JT de TF1 et surtout tous ces gendarmes. En fait, moi, je me souviens des gendarmes à la télé, sans forcément prendre la mesure peut-être de ce qui venait de se passer, mais les gendarmes à la télé, beaucoup de gendarmes à la télé, oui. Alors c'est une affaire qui est ultra médiatisée, suivie par tous les médias nationaux. On l'a vu ces derniers jours, Dany Le Prince et son avocat étaient sur beaucoup de plateaux de télévision. Tu me disais aussi quand on préparait ce podcast que c'était pas facile pour vous en tant que journal local de récupérer des informations de première main auprès des enquêteurs, des avocats qui privilégiaient beaucoup la presse nationale. Alors comment justement vous tirez votre épingle du jeu et qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus ? Nous, on tire notre épingle du jeu parce qu'on est journal local, encore une fois, et que du coup, nous, Torigné, en 20 minutes de voiture, on y est. C'est peut-être la seule chose qui nous différencie des autres. On fait aussi jouer notre réseau. C'est comme ça que là, on rencontre en fait... parce que je reviens encore sur le couteau jaune, mais dans le couteau jaune, on apprend que Dany Le Prince est allé chez le coiffeur 2 ou 3 jours, je crois, de mémoire après le drame, suite à un rendez-vous pris par Martine Compin. Et nous, en fait, notre réseau nous fait retrouver cette coiffeuse. Bon, ça vaut à mon journaliste de payer l'apéritif à un habitant du village pour qu'il lui donne le numéro de la coiffeuse, qui finalement n'aura servi à rien parce que cette coiffeuse, elle répondait pas sur son fixe parce qu'elle a un numéro de fixe mais elle a plus de fixe chez elle. Donc par un autre biais détourné, on a trouvé son numéro de portable. Mais en fait, c'est ça, c'est faire jouer notre réseau local et du coup rencontrer des gens qui pour le coup n'ont jamais parlé publiquement. Qui vous livrent des témoignages exclusifs. Exactement. Il va donc y avoir un nouveau procès. On ne sait pas encore à quelle date, on sait simplement que ce sera à Angers. Toi, tu comptes t'y rendre ? Ah oui. Et est-ce que tu anticipes déjà tout ce qu'il va falloir préparer pour assister à ce procès ? Oui. Ça, j'avouerais que ça empêche de dormir, ou du moins de bien s'endormir, parce que ce procès, enfin oui, moi j'attendais tellement ça dans ma carrière de journaliste, de vivre un procès comme ça, en fait, sur une histoire aussi intense, parce que quelque part, enfin, faut rappeler quand même que la décision de la Cour de révision, c'est quelque chose d'historique. Tu dis c'est une dimension nationale, toutes les télés, toutes les radios, tout le monde en a parlé, tous les médias. Et en même temps, oui, moi, je suis le média local, donc bien sûr que j'y serai. Seulement, je suis le média local, donc le petit journal de la Ferté-Bernard, et on n'a clairement pas les mêmes moyens que les grands médias, en fait. Et il faut rappeler en plus que vous n'êtes que 2 journalistes ici. Donc oui, on va dire même 1,5, parce que sur l'agence de la Ferté-Bernard, il y a moi qui suis à temps plein, et Valentin qui est là 2 jours et demi semaine, quoi. Quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit plusieurs fois que ce tournant dans l'affaire représentait un moment historique aussi pour toi dans ta carrière de journaliste. Qu'est-ce qui te tient tant à cœur dans cette affaire ? Qu'est-ce qui me tient tant à cœur dans cette affaire ? En fait, moi, je suis native d'ici. C'est une histoire qui a secoué le village de Torigné, mais aussi tout le nord-est de la Sarthe, voire même peut-être toute la Sarthe. Et je pense qu'il y a une frustration, alors c'est peut-être un peu glauque de le dire comme ça, mais de ne pas avoir vécu l'affaire de près, en tous les cas en 1994, et de toujours l'avoir et encore aujourd'hui de la vivre à distance, parce qu'il n'y a plus rien qui se passe ici, mais tout se centralise à Paris ou dans les grands tribunaux.
voilà, clairement déjà, dans ma vie, j'ai jamais assisté à un procès d'assises. Et il me tient à cœur de ne pas laisser l'affaire aux médias nationaux, mais de la vivre aussi en tant que média local et de dire que oui, nous aussi, à l'Action l'Écho Sartois, à la Ferté-Bernard, on sait suivre des grandes affaires comme celle-ci. Beaucoup, dans le village en tout cas, pensent qu'on ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé, on ne saura jamais vraiment la vérité dans cette affaire. Et toi, est-ce que tu as une conviction ? Moi, je veux croire qu'on saura, mais oui, c'est ce que tout le monde pense. Tout le monde dit que tant d'années après, il va être impossible de savoir de qui, de quoi. Je pense que les gens sont persuadés de pouvoir trouver de quoi, entre guillemets, innocenter peut-être Dany Le Prince, mais de là à retrouver le ou les coupables, ça, oui, il y en a plein qui ont des doutes. Moi, j'ose croire que oui, je veux croire que oui, et j'espère que oui. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner à En Première Ligne, un podcast d'actu.fr qui vous emmène dans les coulisses de faits divers suivis par nos journalistes. Merci à Karine pour sa participation et merci à vous pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt.